que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de lecture, donc de ce que je lis en ce moment ou de ce que j'ai lu là ces derniers temps. Alors, je voulais vous faire une vidéo complète sur tout ce que j'ai lu là depuis ces 3 derniers mois, donc en gros fin 2024 et début 2025, mais franchement, j'ai tellement lu de choses que c'est vraiment trop long. Donc à la limite, je vais vous passer vite fait sur ce que j'ai lu, et si vous voulez que je vous en parle dans d'autres vidéos, à la limite, vous me le mettez en commentaire et je parlerai un petit peu plus de ces lectures-là. Mais voilà, donc là, vous voyez, j'ai mon carnet de lecture, où j'ai noté ce que j'ai lu déjà depuis fin 2024. Oui, un autre carnet, si vous me connaissez, si vous me suivez, vous savez que j'adore les carnets. Mon addiction, les jeux de cartes, les livres, les carnets. Oui, donc d'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes carnets, donc mon tarot journal, mon pendule journal, mon carnet sur les diamond painting, tout ça, bon bah écoutez, vous me faites un petit commentaire, vous me le dites et je vous ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu tous les carnets que j'utilise. Voilà, j'en ai quelques-uns, alors je les utilise pas toujours, tout le temps, mais bon bref, si ça vous intéresse, vous me le mettez en commentaire et je ferai une vidéo sur ce sujet-là. Voilà, c'est pas le sujet dans cette vidéo-là, je vais essayer de ne pas trop digresser parce que sinon on va y passer des heures et des heures. Donc là, dans mon carnet, j'ai noté ce que j'ai lu depuis fin 2024. Pourquoi fin 2024? Parce que c'est un petit peu là où j'ai repris la lecture. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai des périodes où je vais lire beaucoup, donc je vais voilà, passer de livre en livre comme ça pendant des semaines sans forcément faire autre chose. Enfin, disons que ça va être mon activité principale, et il y a d'autres moments où je ne vais pas du tout lire, voilà, où ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie, où je ne trouve pas de livre qui m'intéresse spécialement, donc j'ai des périodes où je ne lis pas et d'autres où je lis énormément. Donc voilà. Si vous ne me connaissez pas, éventuellement que vous tombez sur cette chaîne, toi qui me regardes parce que tu as vu le titre, qu'on parlait de lecture, mais que tu ne me connaissais pas jusqu'à présent puisque je ne faisais que des cartes sur la cartomancie, eh bien je me présente, je suis Sophie, je suis cartomancienne, psychomancienne dans les Landes, donc dans le sud de la France. Tu retrouves dans la barre de description tous les liens vers mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, WhatsApp, si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur moi. Voilà, je poste mes petits récaps de la semaine pour montrer ce que je fais tout au long de la semaine. Je fais une petite carte du jour, voilà, tous les matins. Donc il y a des choses comme ça. Et puis je te propose mes services au fur et à mesure de ce que je fais dans le temps. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir ça. Et puis si c'est juste la lecture qui t'intéresse, rien ne t'empêche de liker, de partager cette vidéo si elle t'aura plu. Et même de t'abonner à ma chaîne, puisqu'il est probable que cette année je fasse plus de vidéos sur la lecture et les autres activités que je peux faire en dehors de mon activité professionnelle de cartomancienne, puisqu'à la base c'est quand même une chaîne dédiée à la spiritualité et aux arts divinatoires. Mais il n'empêche que je vais faire d'autres types de vidéos, donc tu peux t'abonner, tu trouveras peut-être des choses qui t'intéresseront sur cette chaîne aussi. Voilà. Et d'ailleurs, je remercie tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints sur la chaîne. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus à me suivre et à aimer ce que je propose. Donc je vous remercie beaucoup. Et je remercie aussi les personnes qui commentent et qui likent les vidéos. Parce que ça soutient énormément la chaîne. Donc pour vous, ça vous prend peut-être juste 2 secondes d'appuyer sur le petit pouce ou de me mettre juste un petit emoji ou juste un petit hello ou ouais, c'était cool. Franchement, ça vous prend 2 secondes, mais c'est énormément c'est beaucoup pour la chaîne et pour moi, donc je vous en remercie pour ceux qui le font et qui jouent le jeu. Vous retrouvez aussi dans la barre d'infos mon lien Vinted, puisque vous allez voir dans cette vidéo, il y a des livres, je vais les garder, il y en a d'autres que je mettrai peut-être en vente. En tout cas, il y a des livres que j'ai vendus déjà, donc si éventuellement vous êtes intéressé, j'ai mon lien Vinted, comme ça vous pouvez aller voir la boutique, et puis voilà, de temps en temps vous verrez des livres que je peux vendre. Là je vais trier toute ma bibliothèque sur tout ce qui est attrait à la spiritualité et aux arts divinatoires, donc il y aura certainement des livres sur ce sujet-là que je vais mettre en vente. Donc si ça vous intéresse, pareil, vous allez voir sur la boutique. Et puis j'ai quelques jeux en vente. Il y en a certains que je vais vendre peut-être plus tard, parce que voilà, j'ai beaucoup de jeux et à un moment donné, il y en a certains, je m'en sépare. Ça m'arrache le cœur, mais voilà, il faut que je fasse de la place. Et puis pour pouvoir racheter d'autres jeux, j'ai pas trop le choix. Donc voilà, il y a certains jeux que je mets en vente. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne Vinted si ça vous la chaîne Vinted, sur ma boutique Vinted si ça vous intéresse. Alors, la vidéo aujourd'hui va surtout traiter de mon top 3
de ce que j'ai lu, donc de ce que j'ai préféré ces derniers temps. Alors, il faut savoir que en termes de lecture, donc là c'est des lectures plutôt personnelles hein, que je fais sur mon temps libre. Donc, alors évidemment vous allez voir que c'est lié quand même entre guillemets à ma pratique et à mes croyances, puisque vous allez voir qu'il y a beaucoup de romantaisie et donc ben, c'est lié aux mythologies, à des choses comme ça, tout ce qui va être lié à la sorcellerie, aux fées. Donc voilà, évidemment ça rejoint un petit peu mon univers. Mais voilà, on reste quand même c'est pas de la lecture développement personnel ou autre, en tout cas là pas dans mon top 3, même si j'en ai, hein, mais peut-être que je vous ferai une autre vidéo sur ça. Donc en tout cas là je vais vous faire le top 3 parmi les lectures que j'ai eues dernièrement. Voilà, donc depuis à peu près fin décembre, fin 2024. Non, désolé, ça fait plusieurs vidéos que je tourne là déjà, je commence à être un peu fatiguée. Donc, dans mon livre de lecture, je vais quand même vous donner vite fait la liste de ce que j'ai lu, mais je ne vais pas trop développer. Donc, si vous voulez que, comme je vous l'ai dit, si vous voulez que j'en parle un petit peu plus, on fera dans d'autres vidéos. Donc là, déjà, fin 2024, j'ai lu le livre 1 et j'ai commencé le livre 2 des 5 ou 6 livres du Comte de Monte Cristo. Donc, si vous voulez que je vous en parle, ben, vous me dites et puis on en parlera dans une autre vidéo. Mais voilà, donc ça, je les ai trouvés sur Kindle. Donc via Amazon Prime, puisque j'ai l'abonnement, j'ai droit à des livres gratuits. En fait, je peux les emprunter, les télécharger gratuitement. Ça fait partie de l'abonnement. En fait, il y a une bibliothèque limitée, mais on a droit quand même à certains ouvrages. Et donc là, j'ai accès au Comte de Monte Cristo, donc là vraiment le classique. L'œuvre originale quoi. Donc voilà, là je suis en train de, enfin j'ai commencé à le lire et je l'ai mis un peu en stand-by puisque j'ai lu d'autres choses, mais du coup j'ai lu ça. Donc voilà, je peux lire de la littérature classique, comme ça va déjà vous donner une idée un peu de ce que je lis. J'ai lu aussi le livre Je développe ma médiumnité de Lila Riyuri. Donc ça c'est pareil, je vous en parlerai plus tôt quand je ferai la vidéo sur les livres ésotériques et de pratiques d'art divinatoire que je me suis acheté dernièrement. On en parlera dans cette vidéo, comme ça je développerai un peu plus, mais donc j'ai lu ça. J'ai lu les livres Perfect Illusion de Claudia Tan. Donc c'est une trilogie, vous avez Perfect Addiction, Perfect Redemption et Perfect Illusion. Alors Perfect Illusion, c'est le tome 1 de la trilogie, mais je l'ai lu en dernier. Voilà, bon, c'est pas grave, hein, franchement, je vous le dis. Si vous connaissez pas, vous pouvez très bien lire la trilogie dans n'importe quel sens, ça marche. Il y a juste Perfect Addiction et Perfect Redemption, ça se suit quand même. Donc enfin, oui, ça se suit quand même. Donc le mieux, c'est quand même de les lire dans ce sens-là. Mais après, vous pouvez très bien les lire aussi séparés les uns des autres, n'en lire qu'un ou deux sur les trois, c'est pas très grave puisque les histoires, même si les personnages on les retrouve, ils sont censés être liés. Ils ont chacun leur propre histoire, leur propre romance, donc ça peut très bien se lire séparément. Voilà, donc ça c'est pareil, si vous voulez que je vous parle de cette saga, ben, vous me mettez en barre en commentaire et j'en reparlerai un petit peu plus. J'ai lu aussi le livre Un esprit bof dans un corps pas ouf de Anne-Sophie Girard, qui est humoriste. Alors c'est un livre de développement personnel, mais qui va à contresens de ce que l'on entend dans le développement personnel. En gros, quoi. Le seul truc, c'est que moi, j'ai été un peu biaisée par le titre. Je m'attendais à ce qu'on parle un petit peu plus de tout ce qui est changement physique, tout ça, machin. Peut-être de tout ce qui va être un peu lié au complexe. Et finalement, ben, pas tant. C'est pas vraiment ce que j'ai retrouvé dans le livre quand je l'ai lu. Donc le livre est bien écrit, il est sympa, il est léger, il déculpabilise clairement sur tout ce qui est développement personnel qui nous met un peu la pression hein, dans tous ces ouvrages-là. Donc ça déculpabilise quand même pas mal. Et voilà, c'est plutôt sympa, il y a des passages qui sont assez drôles. Anne-Sophie Girard nous parle un petit peu de sa propre expérience, donc du coup c'est bien écrit. Mais bon, ça c'est pareil, je l'ai lu et en fait je l'ai mis à vendre sur Vinted, 1 heure après il était vendu. Voilà, parce que je sais que je le relirai pas, c'est pas forcément ce que je recherchais quand j'ai acheté ce livre-là, mais c'est pas grave, je l'ai lu, ça passe, il est pas mal. Mais après ça c'est pareil, si vous voulez que je fasse une vidéo sur les livres de développement personnel, vous me mettez en commentaire et on parlera plus des autres livres de développement personnel que j'apprécie ou que j'apprécie pas. Ensuite j'ai lu le livre Midnight Sun de Stephanie Meyer. Donc c'est le chapitre 1 de la saga Twilight, donc Fascination, mais à travers le prisme d'Edward.
Donc le livre est assez conséquent, il est assez gros, hein, je crois qu'il fait, je sais plus, 600 pages, un truc comme ça. Donc c'est écrit gros hein, quand même, il n'y a pas de problème, ça se lit hyper facilement. Donc c'est vraiment de la romance jeune adulte. Donc là vraiment vous pouvez peut-être le trouver. Alors je sais pas si vous le trouvez, je crois que vous le trouvez au rayon adulte. Mais du coup vous auriez pu le trouver dans le rayon ado, ça passait. Hein. Comparé à d'autres trucs qu'on trouve là-bas et qui n'ont rien à faire là-bas. Mais bon bref. Donc celui-là est plutôt sympa. Moi j'ai beaucoup aimé le fait de lire l'histoire à travers les yeux d'Edward. On en apprend plus sur le personnage, on en apprend plus sur son passé, sur le passé aussi des autres personnages de l'histoire. Donc par exemple de Rosalie et de tout ça. Donc c'est plutôt cool. Et c'est l'écriture de Stephanie Meyer. Donc si vous avez aimé la saga Twilight, vous aimerez Midnight Sun, hein, tout simplement. Mais après moi j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien, je trouvais très sympa. Sachant que voilà, j'aime bien lire les livres à travers les yeux du personnage masculin principal. Voilà, pourquoi je ne sais pas. Mais souvent j'apprécie plus même à travers les yeux du personnage masculin plutôt que féminin. Pourquoi je ne sais pas. Alors c'est peut-être parce que j'adore la psychologie, justement le fait de découvrir la psychologie masculine, comment eux voient les choses. Alors même si c'est écrit par une femme. Hein, désolée, j'ai dû couper la vidéo, j'ai mon petit chien qui est un petit peu malade, donc voilà, il y a eu un petit accident, bon c'est pas grave. Voilà, je vais nettoyer, puis ça va être... Ok, super, voilà, il est encore un petit peu... Voilà, alors écoutez, je coupe un peu. Voilà, joie, bonheur. Bon, c'est pas grave. Ok, on reprend. Donc ouais, du coup, je vous disais, voilà, j'aime bien quand les écrivaines écrivent à travers les yeux du personnage masculin principal. Je trouve que ça donne une autre dimension à l'histoire. Et j'apprécie beaucoup quand dans un même livre, vous avez des chapitres à travers les yeux du personnage féminin et à travers les yeux du personnage masculin. Pour moi, ça donne une autre dimension au livre, ça donne une autre profondeur. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir le regard sur l'histoire des deux personnages et non pas que seulement de la jeune femme ou du jeune homme. Voilà, mais ça après c'est très personnel, hein. Il y en a qui n'aiment pas du tout quand c'est écrit de cette façon-là ou quoi. D'ailleurs dites-moi, mais moi j'aime beaucoup quand on retrouve les histoires comme ça, un petit peu scindées en deux avec les émotions et la manière de vivre les choses de l'un et de l'autre. Voilà. Donc celui-là, j'ai beaucoup aimé, hein, il est sympa. Donc voilà, ça c'est pareil, si vous voulez qu'on reparle de la saga Twilight et tout, pareil, commentaire. Voilà, donc ensuite, donc là, je vais vous parler, alors je vais parler de tout ce que j'ai lu et après je parlerai de mon top 3. Pardon. Donc j'ai lu aussi le tome 1 de la saga d'Oren, donc de Raven Kennedy. Donc le tome 1, il s'appelle Guild. Alors, là, il est en poche, donc je l'ai payé 8,90 €. C'est chez Hugo Poche. Donc là, c'est Romantaisie. Alors, je vous lis le petit résumé derrière. Donc, c'est à Aibel, dans le château érigé au cœur des montagnes gelées, tout est en or. Murs, mobilier, vaisselle, vêtements, et même moi. Donc, c'est Oren, le personnage principal, qui est tout en or. Je vais vous expliquer. Oren a échappé à un sombre destin en étant recueillie par le roi Midas, qui a le pouvoir de transformer en or tout ce qu'il touche. Depuis 10 ans, elle se sent choyée et protégée des dangers à l'intérieur de sa cage dorée, et surtout, elle voue au roi un amour sans limite. Jusqu'à ce que la guerre menace le royaume. Pour s'assurer la victoire, Midas décide de passer un accord aux dépens d'Oren. Soudain, ses certitudes volent en éclats, et si tout ce qu'elle pensait savoir sur Midas se révélait faux? Alors, donc là, on est dans un univers fantasy, hein, clairement. D'ailleurs, là, vous voyez, vous avez une petite carte, une petite carte de l'univers Auréa. Voilà, donc le royaume où est-ce que se passe l'action. Voilà, alors, quand j'ai lu le résumé, sincèrement, je m'attendais à ce que le roi Midas soit un petit peu... on va dire figure paternelle, donc voilà, le gars d'une cinquantaine d'années, hein, on va dire, et donc qu'il avait pris sous son aile Oren, donc jeune fille, peut-être à peine majeure, je ne sais pas. Donc quand j'ai lu le résumé, je m'attendais à ça. Donc en fait, au début, je me suis dit, ça doit être relation donc père-fille, même si c'est père adoptif, donc père-fille, et bon, finalement, le père, il va peut-être lui faire un coup pourri, quoi. Bon, voilà. Sauf que non. Midas, au final, dans l'histoire, a une trentaine d'années. Elle a 5 ans de moins. Ils se sont rencontrés il y a une dizaine d'années.
Donc elle était mineure, elle avait 15 ans, lui il en avait 20, 21. Ils se sont rencontrés comme ça. Et finalement, ils ont fait un petit bout de chemin ensemble. Donc une histoire d'amour est née entre les deux, enfin une relation est née entre les deux. Sauf que Midas, qui avait le pouvoir de transformer ce qu'il touchait en or, s'est fait repérer par un des royaumes, donc le royaume de Aibel, qui est le 6e royaume, voilà, de Auréa. Et donc, il a épousé la princesse de ce royaume-là. Voilà, pour sauver un petit peu le royaume, en disant, bon, comme elle, cette princesse-là n'avait pas de pouvoir, ben, elle était obligée de se marier pour avoir avec elle un roi avec des pouvoirs pour pouvoir se défendre des autres royaumes, quoi, si éventuellement ils étaient attaqués ou autre. Donc Midas est devenu le roi Midas, et il a embarqué dans son château sa copine Oren. Voilà. Et sa copine Oren, ben, vu qu'il apprécie beaucoup, il l'a transformée en or. Donc elle a sa peau qui est en or. Et suite à cette transformation, elle a des rubans qui ont poussé le long de sa colonne vertébrale. Et donc c'est des rubans qu'elle arrive à utiliser comme elle veut par la pensée. Et donc elle s'en sert pour se coiffer, pour s'habiller, pour se défendre, tout ça. Voilà. Donc en fait, Oren est une sorte de fée, on va dire. On peut l'imaginer de cette manière-là. Elle n'est pas vraiment humaine, quoi. Et donc Midas, lui, est un humain, mais avec des pouvoirs, il peut transformer les choses en or. Voilà. Donc la relation, comment dire ? Ben, en fait, quand j'ai commencé à lire le livre, alors je ne vais pas trop m'épancher dessus, parce que je vous en reparlerai, mais la relation, elle paraît quand même très toxique. Sachant que, bon, ben, du coup, Midas, lui, il a mis Oren dans une cage, donc elle est dans le château, mais il a fabriqué des cages qui peuvent aller de pièce en pièce, et elle ne peut aller que dans certains endroits du château. Elle ne peut rester que dans la cage personne n'a le droit d'y rentrer, elle est gardée par des gardes, évidemment, et donc elle a le droit d'avoir de rapports et de contact avec aucune autre personne du château, sauf avec Midas. Midas, lui, par contre, de son côté, ben, il est marié du coup avec la princesse, mais bon, apparemment, la relation, elle est un peu pérave. Et par contre, ben, disons que il s'amuse avec à peu près toutes les nanas du truc, quoi. Voilà, il a des pouliches. Voilà, il appelle ça des pouliches. Donc, en fait, il a une espèce de harem comme ça de nana avec qui il passe son temps tranquillement pendant qu'Oren attend patiemment dans sa cage dorée que Midas vienne la voir, quoi. En gros, c'est un petit peu ça. Donc voilà, un peu relation toxique. Bon, moyen. Franchement, au début, quand j'ai commencé à lire, c'était un peu bof. Mais bon, au final, après, bon, le royaume, il est quand même assez fantastique. Il y a d'autres choses qui se passent, donc bon, je vous spoil pas. Mais du coup, l'histoire est quand même intéressante. On se prend au jeu et on a envie de savoir un petit peu plus comment vont évoluer les personnages. Et donc, la relation Midas-Oren surtout. Voilà. Donc, moi, je suis quand même assez curieuse de savoir comment va être développé le personnage de Midas, puisque là, ce jour, on l'aime pas trop, hein. On pense que le mec, il est un peu toxique, qu'il est pas vraiment cool, quoi. Donc, à savoir vraiment comment le personnage va évoluer, et si on va plus en apprendre de lui, ce qu'il ressent vraiment pour Oren ou pas, voilà. Et puis, Oren, comment elle va évoluer par rapport à ça, par rapport à tout ce qui va se passer. Donc, ça, c'est pareil, j'ai les autres tomes, alors je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes en tout. J'ai les autres tomes en e-book qui m'attendent, donc je les lirai, puis au pire, je vous en parlerai, je vous ferai une vidéo sur cette saga-là, si vous voulez. Voilà, vous me direz si ça vous convient, mais je vous en parlerai. Donc j'ai lu ça, et ensuite, j'ai lu... non, c'est pas celui-là. J'ai lu la saga Isolde et Adriane. Donc c'est là le tome 1, Le roi de la guerre et du sang, de Scarlett Sinclair. Donc c'est la même écrivaine que Hadès et Perséphone et la saga Hadès. Je vais vous en parler après plus tard. Donc là on est sur un monde de vampires. Donc c'est pareil, je vous lis vite fait le résumé. Donc Isolde de Lara considère le jour de son mariage comme celui de sa mort. Pour mettre fin à une guerre qui dure depuis des années, elle doit épouser le roi des vampires, Adrian Alexander Vasiliev, et le tuer. Mais sa tentative d'assassinat est déjouée et Adrian menace Isolde de la transformer en morte vivante si elle essaie à nouveau de le tuer. Confrontée au risque de devenir ce qu'elle déteste le plus, Isolde cherche d'autres moyens de le défier et de survivre à la cour des vampires. Mais ce qu'elle craint le plus, c'est Adrian.
Malgré leur indéniable alchimie, elle se demande pourquoi le roi féroce, sauvage, sans pitié, l'a choisie comme épouse. Bon, alors après, je vais pas spoil, mais bon, féroce, sauvage, sans pitié, ouais, on a connu plus méchant. Mais bon, bref. Donc celui-là, il est pas mal, je l'ai bien aimé. Donc normalement, ça c'est une saga qui sera en 4 tomes. Là, le 5 mars est sorti le 2e tome, donc La Reine du Mythe et des Monstres, donc c'est la suite de celui-ci. Je ne l'ai pas encore lu, il fait partie de ma palle, je vous en parle en fin de vidéo. Donc voilà, celui-là, je l'ai bien aimé aussi, mais je vous en parlerai à la limite dans une autre vidéo quand j'aurai lu le 2e, et comme ça je vous en dirai un petit peu plus sur cette saga-là. Du coup, maintenant, on passe à mon tome 3, à mon top 3, les gars. Là, je vais vous dire ceux que j'ai préférés de toutes mes lectures depuis à peu près fin décembre. Là, voilà, je vous ai à peu près montré tout ce que j'ai lu. Alors, en position numéro 3, j'ai la saga Maxton Hall. Donc, c'est une trilogie. Il n'y aura pas de tome 4. Parce que, attendez, j'essaie de me souvenir de la fin. Non, normalement, il n'y aura pas de tome 4. Mais là, du coup, c'est une trilogie très sympa. Alors, vous avez le premier tome, Sauve-moi. Le 2e tome, Sauve-toi. Et le 3e tome, Sauve-nous. Alors, ça, c'est plutôt de la lecture. Alors, eux, ils marquent pour jeunes adultes. Donc, oui, effectivement, ça va plutôt jeune adulte. C'est très mignonné. C'est de l'histoire d'amour très... Enfin, mignonne, oui, entre guillemets, dans le sens où c'est pas hyper spicy. Donc on va dire que l'histoire est très romantique entre les deux personnages. Mais après voilà, il y a toute autre chose. Donc comment j'ai découvert cette saga? Eh bien j'ai Prime Video. Alors je vais souvent vous parler certainement dans les vidéos de Prime Video et pas Netflix parce que je n'ai pas Netflix. Donc forcément je ne regarde que des séries et des films sur Prime Video. Donc sur Prime Video, ils ont sorti une série, donc une première saison, tirée du livre Maxton Hall, qui s'appelle Maxton Hall. Donc, j'ai regardé cette série, voilà, par curiosité, parce que ça n'arrêtait pas d'être dans mes suggestions, et comme ils n'arrêtaient pas de me le montrer, j'ai dit, bon, ben, je vais regarder, on va voir ce que ça donne. Alors, il y a 6 ou 8 épisodes, je crois. Alors, j'ai commencé à regarder, j'ai tué la série, je crois, en 2 jours, parce que, franchement, je voulais absolument savoir la suite des événements. Et vraiment, l'histoire est sympa. Alors, on est sur un peu du cliché, c'est le mec du lycée, super beau, super riche, voilà, et qui rencontre, entre guillemets, la nana populaire qui n'a pas d'argent, quoi. Bon, je vais vous lire le résumé derrière. En gros, c'est un peu ça. Mais du coup, la série est plutôt sympa. Donc, comme j'ai vu que c'était tiré de livres, j'ai acheté le tome 1. En disant, bon, si j'aime pas trop, si c'est bof, je lis pas les autres. Bon, vous vous doutez bien que j'ai dû trouver bien, puisque déjà, il fait partie de mon tome 3. Et en plus, de mon top 3, et j'ai du mal, hein, mon top 3, et du coup, j'ai acheté les 2 autres tomes. Voilà, je l'ai tué en 1 semaine, je crois, la saga, parce que vraiment, quand on commence à le lire, alors, c'est écrit gros, hein, il n'y a pas de problème. Les livres font à peu près 300 pages, 400 pages environ, mais ça se lit très rapidement, l'écriture, elle est hyper fluide, enfin voilà, on avance dans l'histoire sans encombrement, ça se lit, voilà, c'est la lecture facile. Donc il n'y a pas de problème. Donc l'histoire. Donc argent, fête, pouvoir. Ruby Bell se fiche de tout cela. Depuis qu'elle a reçu une bourse pour étudier dans le prestigieux lycée de Maxton Hall, son seul objectif est de travailler dur à la réalisation de son rêve de toujours, intégrer l'université d'Oxford. Surtout, Ruby tient à garder ses distances avec James Beaufort, le garçon le plus influent de l'école. Pour elle, il est trop arrogant, trop riche, trop attirant. Mais quand Ruby découvre un secret qui pourrait ternir à jamais la réputation de la famille de James, tout se complique dans l'esprit et le cœur de la jeune femme. Si Ruby n'avait jamais voulu faire partie de son monde, James ne lui laissera bientôt plus le choix que d'y entrer. Alors, donc, comme vous l'avez compris, Ruby Bell, elle vient d'une famille pas très aisée. Sa mère, elle travaille dans une pâtisserie. Son papa, il a eu un accident, donc il est en fauteuil roulant. Et il travaille dans un restaurant, il me semble. Il est restaurateur. Et donc Ruby, comme elle a beaucoup d'ambition et qu'elle veut aller à Oxford, donc elle travaille super bien à l'école, elle est hyper sérieuse, elle a un bullet journal où elle note tout ce qu'elle a à faire, ses doudoulis, ses machins et tout, enfin bref, c'est l'élève sérieuse
Et donc du coup, elle a réussi à avoir une bourse pour entrer dans l'école prestigieuse de Maxton Hall, où il y a tous les riches du coin et d'Angleterre, quoi. Voilà. Donc évidemment, donc elle a quelques amis, elle fait partie du groupe qui s'occupe des événements en fait qui doivent arriver, de l'organisation des événements qui se passent tout au long de l'année dans le lycée. Et donc voilà, c'est un petit peu la chef du groupe, et donc voilà, elle est hyper douée en organisation, tout ça, elle est très sérieuse, elle bosse bien, et puis elle fait en sorte que personne ne la remarque, elle veut se fondre dans la foule et simplement passer ses années de lycée pour aller l'année d'après à Oxford, puisque là c'est sa dernière année je crois de lycée. Sauf que par un événement inattendu, elle va se retrouver liée à la famille Beaufort, et donc à James Beaufort. Et même si lui, ben, forcément, il se montre juste arrogant, pas très sympa avec elle, et il apprend un petit peu de haut, hein, parce qu'on va dire c'est un petit peu le roi du lycée avec ses potes. Hein. Il se croit tout permis puisqu'ils sont riches et qu'ils ont, entre guillemets, leur vie qui est déjà toute tracée. Bon, ben, il essaie de faire en sorte que Ruby, elle se sente pas dans ce truc-là. Sauf que, on va dire, un autre événement va faire ils vont devoir collaborer sur un événement futur qui va se passer dans le lycée. Et donc, ils vont être obligés d'apprendre à se connaître et à se fréquenter un petit peu plus. Donc, forcément, bon, ben, l'histoire, au fur et à mesure, se déroule, et donc, ils apprennent à se connaître et, évidemment, tombent amoureux. Sauf que, c'est un petit peu à la Roméo et Juliette, ben, il va y avoir beaucoup de problèmes, et on va mettre à épreuve ben, leur amour, parce que forcément, il y a beaucoup de gens autour qui ne sont pas d'accord, on va dire ça comme ça. Donc ce qui est intéressant dans cette trilogie, dans cette saga, c'est plutôt le côté à la recherche de soi, la recherche de qui je suis, quel chemin je dois prendre, est-ce que je dois absolument suivre le chemin tout tracé, décidé par mes parents, ou est-ce que je peux m'émanciper et faire mes propres choix et devenir la personne que je veux être. Comment est-ce que je peux réaliser mes rêves, comment est-ce que je peux montrer à la face du monde qui je suis et l'assumer pleinement sans plus me cacher. Il y a un peu tout ça dans cette histoire-là, et c'est très bien fait, c'est très bien écrit. Alors il y a des rebondissements évidemment, alors il y a forcément des moments où tout se passe bien entre les deux personnages, et d'autres moments où il y a des boulettes et puis ça se passe pas bien. Alors c'est un peu je te suis, fuis-moi, je te suis, il y a un petit peu de ça comme ça. Les personnages, ils sont très attachants. J'adore le personnage de Ruby Bell. La nana est trop mignonne, elle est trop adorable. Elle est la tête sur les épaules, elle est hyper responsable, et en même temps, elle sait s'ouvrir à d'autres champs des possibles. Elle amène quand même une certaine fraîcheur dans ce milieu hyper fermé du monde des riches, quoi, en fait, des jeunes riches comme ça. Et elle les bouscule un petit peu dans leur quotidien et dans leur manière d'être. Et donc au fil des tomes, donc on la voit évoluer elle, mais on voit surtout évoluer James, puisque finalement c'est surtout lui qui a besoin de briser ses chaînes, on va dire. Donc elle va l'aider à ça, mais voilà, ça va être compliqué. Et l'histoire, elle est super mignonne, elle est super bien écrite. Vraiment, j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, tout ce qui est scène un petit peu rapprochement intime, alors il y en a, mais vraiment c'est pas grand chose, c'est vraiment très mignon. Donc oui, public averti quand même, parce que bon, je pense qu'une jeune fille de 13-14 ans, bon, c'est un peu limite pour qu'elle lise, mais jeune adulte, allez, à partir de 16-17 ans, vous pouvez très bien le lire, il n'y a pas de problème, c'est mignon, quoi. Voilà, c'est pas brutal, il n'y a pas de... voilà, c'est vraiment, c'est une jolie histoire. Donc ça donne quand même une assez belle image, enfin oui, comparé à d'autres livres, ça donne une belle image des premières histoires d'amour, on va dire. Donc c'est plutôt chouette, c'est plutôt sympa. Donc il fait partie de mon tome 3 parce que j'ai beaucoup aimé cette saga. Vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Mon top 2. Alors bon, j'ai hésité entre les deux, mais bon, tant pis, je le mets en 2, même s'il est presque égalité avec le top 1. Mais bon, allez, je suis obligée de choisir. Donc en top 2, c'est la saga The Davidsons de Chloé Wawerland, Walrand, je ne sais pas si je l'ai bien dit. Donc c'est aux éditions HarperCollins Poche. Oui, et le grand, c'est le 4e tome, c'est aux éditions Plume du Web. Voilà, parce que celui-là,
Je l'ai trouvé qu'en grand format, pas en poche. Et donc là, vous avez déjà les 4 tomes. Et en fin juin, vous avez le 5e tome qui va sortir. Il me tarde. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, cette série, je l'ai choisie. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc j'ai une de mes amies avec qui on a échangé sur nos lectures du moment, tout ça, bref. Elle me disait qu'elle lisait pas mal justement de dark romance et donc tout ce qui était romance autour de la mafia et des gangs. Je lui dis ouais, ok, bon moi je suis pas tellement dans ce truc-là, mais ok, donc elle, bon, elle m'explique qu'elle aime bien, voilà, tout ça, machin. Et donc je dis bah ouais, ok, il faudrait que j'essaie simplement pour voir un autre univers, parce que bon, c'est vrai que moi c'est beaucoup romantésier comme vous avez pu le voir, donc les vampires, les loups-garous, voilà, tout ça. Je suis un peu dans ce milieu-là, les mythologies et tout. Mais voilà, du coup, c'est vrai que je dis bon bah je pourrais essayer autre chose, sait-on jamais, ça se trouve ça peut me plaire quoi. Donc je suis allée chez Culture, voilà, mon magasin préféré. Dans l'idée d'aller choisir une saga ou simplement un livre sur le thème des gangs ou de la mafia. Donc, je suis arrivée dans le rayon adulte où il y a toute cette partie-là de lecture et d'ouvrage. J'en ai regardé plusieurs, mais bon, bof, ça m'a pas trop dit. Donc oui, en ce moment, il y a la saga Captive, qui est apparemment un des tops dans tout ce qui est dark romance. Je ne l'ai pas lu encore. J'en ai entendu parler, je l'ai téléchargé, donc il est dans ma liste de e-book à lire. Je vous en reparlerai, mais pour l'instant je ne l'ai pas lu, donc oui, parce que je suis pas originale, tout le monde en parle, donc bah, écoutez, je vais suivre le mouvement et puis je vais me faire mon propre avis sur cette saga-là, puisque j'ai entendu des gens qui ont aimé, d'autres qui n'ont pas aimé, donc je vais faire mon avis. Et donc j'ai jeté mon dévolu sur The Devil's Sons. Pourquoi? Parce que quand j'ai lu le truc derrière, je me suis dit, bon, allez, ça peut passer. Donc, je vous lis le résumé du premier tome. Alors, en termes de spicy, alors franchement, le premier tome, il se passe quasiment rien, hein, clairement. Et après, les 2 autres tomes, ouais, mais sans plus. Enfin, franchement, non, sincèrement, si vous aimez cette saga, ça sera plus pour l'univers et tout ce qu'il y a autour plutôt que pour l'histoire d'amour. Mais je vais vous en reparler. Mais clairement, pour moi, l'histoire d'amour, presque, elle passe en second plan. Bon, après, ça, on va en reparler. Mais bon, bref. Donc, pour l'histoire. Il faut pas que je me perde. Entrer dans un gang, jamais Avalon n'aurait pu l'envisager. Trouver une famille au milieu de toute cette violence, encore moins, et pourtant. Si je pensais passer ma première année d'université de la façon la plus banale qui soit, concentrée sur mes études accompagnée de 2 ou 3 amis, rien n'aurait pu me préparer au tournant qu'allait prendre ma vie. J'aurais dû comprendre qu'avoir une meilleure amie dont le frère fait partie des Devil's Sons allait être une source d'ennui. Mais la dernière chose que j'imaginais, c'était de me retrouver liée aux activités d'un gang païen du Michigan, encore moins de forger une amitié avec ces bad boys armés. Et certainement pas être attirée par Clark Taylor, le plus incontrôlable et dangereux de ces garçons. Désormais, je suis piégée et je n'ai qu'une seule option, les aider contre mon gré. Alors, c'est considéré comme de la dark romance, puisque comme on dit dans le truc contre mon gré, ouais. Dark romance, alors je pense qu'il doit y en avoir des bien plus trash que ça, parce que clairement, c'est pas le gang le plus criminel et le plus méchant des États-Unis. Clairement pas. On va dire que la réputation fait que on pense qu'ils sont méchants, mais finalement, ils ne sont pas tant que ça. Bon, je ne spoil pas plus si vous voulez découvrir. Il n'empêche que, donc, Avalon, elle arrive de ses 19 ans à l'université pour commencer ses études. Elle se retrouve en colocation dans sa chambre d'étudiante avec Lola, donc une jeune fille qui est un peu plus vieille qu'elle, elle a 21 ans, je pense, parce que je crois qu'elle est en 2e ou 3e année de fac. Et rapidement, elles deviennent un petit peu les meilleures amies du monde, elles s'entendent super bien. Elles ont les mêmes croyances, puisque oui... J'ai choisi une dark romance, pensant tomber sur quelque chose d'hyper concret dans notre époque et tout. Ben non. Évidemment, j'ai choisi quelque chose avec un fond de mythologie nordique. Odin, Thor, Loki, tout ça, Ragnarok. Bah oui, les amis, sinon ça aurait pas été drôle. Je ne l'ai pas fait exprès, même si derrière il y avait écrit gang païen du Michigan, mais quand j'ai lu le livre, je ne me suis absolument pas bloquée là-dessus et je n'ai pas vu le symbole qu'il y a sur la couverture. Je pourrais pu un peu me mettre la puce à l'oreille, mais j'étais tellement bloquée sur l'univers des gangs et de la mafia, et je voulais tellement absolument trouver un ouvrage sur ce thème-là que j'ai pas fait attention aux détails autour. Bon,
Donc ça reste quand même un livre ancré dans notre univers, mais il y a quand même un fond de mythologie tout au long des tomes. Donc il y a quand même beaucoup de références à la mythologie nordique, donc à Odin, au Ragnarok, tout ça, tout ça. Donc il y a plein de petits astérix où on vous donne les détails par rapport à cette culture-là, cette croyance-là. Donc ça ne me dérange pas parce que du coup ça met un petit côté, on va dire, fantaisie à l'histoire, mais c'est vraiment en fond, quoi. C'est pas ce qui est en premier plan, mais on va dire que c'est ce qui va servir de lien entre les personnages. Ce qui va faire que les personnages vont se reconnaître, entre guillemets. Voilà. Donc, Lola et Avalon, qui sont carrément de deux univers complètement différents, vont au final se retrouver à avoir les mêmes croyances et donc être toutes les deux des païennes qui vouent un culte à Odin et au Ragnarok. Donc forcément, ça crée des liens. Sauf que quelques jours plus tard, Lola... Enfin, disons qu'Avalon et Lola sont en train de discuter tranquillement, et en fait, là, il y a un gars qui arrive, et il s'avère que c'est le frère, donc il s'appelle Seth, c'est le frère de Lola, donc qui est un peu plus vieux, il doit avoir 23-24 ans à peu près. Donc on va dire qu'après, les gars du gang, donc ils sont la plupart à l'université, et donc ils ont entre 23, je dirais, voilà, entre 22 et 27 ans, quoi. Voilà, à peu près. On va dire c'est la tranche d'âge. Donc ils sont un petit peu plus vieux que Avalon. Avalon, au final, est la plus jeune de l'histoire. Et donc, sauf que Seth, au final, bon, il vient lui parler, machin, tout ça, entre frères et sœurs. Et quand il s'en va, ben, en final, Avalon se rend compte qu'il a un blouson. Et sur le blouson, donc, il a le symbole païen. Et donc, en fin de compte, Lola lui apprend qu'elle fait partie d'un gang, les Devil Sons. Donc évidemment, au début, Avalon, elle se dit « Oulala, moi je suis pas là pour chercher les embrouilles, moi je veux juste faire mes études, très peu pour moi. » Sauf que finalement, des événements vont arriver qui vont faire qu'elle va se retrouver liée au gang, et donc le chef du gang, Carter Brown, va, entre guillemets, la tenir pieds et mains liés, et va l'obliger à aider le gang. Donc contre sa volonté, bon, parce qu'elle n'est pas d'accord. Mais bon, au final, au fur et à mesure de l'histoire, on comprend que le contre-sangré, c'est vraiment juste au début pour qu'elle rentre dans la famille, parce qu'après, elle fait tout vraiment en consentement. Hein. Donc après, il n'y a pas du tout de trucs non consentis, les relations et tout le monde est pote, tout le monde s'aime. Donc, l'histoire commence comme ça. Donc, elle rencontre, un petit peu plus tard, le fameux Clark Taylor, qui est le second du gang, donc du chef Carter, et en fait, elle le rencontre lors d'une bagarre. Voilà, parce que on va dire que Clark, c'est le mec qui est tout le temps en train de se battre. Voilà. Donc du gang, c'est le gars, dès qu'il y en a un qui bouge ou qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas, bim, il y va, il réfléchit pas, il parle pas, il tape dedans. Voilà, donc bon, on a envie de lui dire, ouais, détends-toi gars. Et puis c'est le mec voilà, qui prend un petit peu Avalon de haut, qui lui parle pas trop bien, qui est un petit peu brut de décoffrage. Et donc forcément, dès le départ, c'est un petit peu mal parti entre les deux. Sauf que, on va pas se mentir, Clark, il est juste méga canon, un peu comme tous ses potes du gang, hein, parce qu'a priori, le chef du gang ne choisit que des mecs méga canons. Et donc au final, elle se fait pote avec les autres gars du gang, qui finalement l'aiment bien parce qu'elle a un petit peu de répartie, elle a pas trop peur, donc ça plaît aux gars. Et en plus, Clark, elle aime bien, quoi. Voilà. Sauf qu'il va y avoir toute une histoire autour qui fait que ça va être compliqué, l'histoire entre Clark et Avalon. Mais ça, je vous le laisserai découvrir si vous avez envie de lire la saga. Donc il faut savoir quand même que l'histoire est quand même assez longue, l'histoire d'amour, hein, elle est assez longue à démarrer entre Clark et Avalon. D'ailleurs, je crois que clairement, sans vous spoil, je crois qu'il faut arriver à la fin du livre pour que juste ils s'embrassent, je crois. Donc voilà, bon, je vous spoil pas plus, mais en gros, c'est pas, on s'attend pas à une histoire d'amour, genre au bout de 3 pages, voilà, pas du tout. Ça prend son temps. Mais alors après, l'histoire autour, elle est juste géniale. Ce livre est plein de rebondissements. On est surpris à chaque fois. La vie d'Avalon, entre le début de ce qu'elle croyait et au 4e tome, on n'est plus du tout dans le même délire. Il s'est passé 12 000 choses, voilà. Donc vraiment l'histoire est super bien. Moi franchement j'ai lu ce livre, j'étais happée par les personnages. Les personnages secondaires sont géniaux. Alors il y en a qui ont plus de panache que d'autres. Il y en a 2-3 que disons qu'on n'apprend pas vraiment à les connaître, j'ai envie de dire. Donc c'est un petit peu dommage, ils passent un petit peu vraiment au 3e plan.
Mais il y a d'autres personnages secondaires qui sont hyper intéressants, hyper attachants. Vraiment, on les aime autant que les personnages principaux. En fait, c'est un livre, franchement, vous le lisez, alors vous avez envie trop de savoir ce qui va se passer. Vous dites, ah mais non, c'est pas possible. Ah mais ouais. Et alors, vraiment, vous découvrez au fur et à mesure du truc, tellement c'est bien ficelé, vous êtes pris dans l'histoire, quoi, vraiment. Alors moi, j'ai eu des périodes où j'étais mort de rire. Il y a des passages où vraiment j'en pleurais tellement je rigolais, de par les scènes, les situations qui étaient racontées. Il y a d'autres moments où j'étais hyper angoissée, stressée, parce que je me disais, oh mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'ils vont s'en sortir, machin, inana? Dans quoi ils s'embarquent? Qu'est-ce qu'ils font encore? Enfin voilà. Et après, il y a d'autres moments où c'est triste, où j'ai pleuré, parce que c'était hyper touchant, ou alors voilà, c'était plus triste, hein, des scènes un petit peu plus, voilà, qui étaient moins cool, quoi. Et vraiment, on est hyper happé par l'histoire, et franchement, on s'attache énormément au personnage. Donc moi, ouais, c'est mon top 2, mais je vous dis, franchement, j'aurais pas eu le top 1, c'était mon top 1. Donc j'ai adoré. Bon, ça se lit facilement, hein. Alors après, le tome 4, je vous avoue qu'il est un petit peu plus trash que les 3 autres. Enfin, trash dans le sens où, voilà, on va aborder des sujets un petit peu plus sensibles. Donc vraiment liés aux gangs, dont là on rentre un petit peu plus dans le côté dark des gangs. Mais on va dire que le reste de l'histoire reste quand même sympa. Donc ouais, il y a une belle évolution d'Avalon. Bon, dans le 4e tome, je trouve que c'est un petit peu presque un peu trop, mais bon, après ça va avec l'histoire. Le seul truc que je vais reprocher, c'est que Clark, pour moi, on le voit, enfin, il n'est pas assez développé, il manque un peu de profondeur. Vraiment, l'histoire, elle passe au 2e plan. L'histoire d'amour, alors qu'à la base, on lit quand même un peu pour ça. Donc l'histoire d'amour passe un peu en 2e plan. Et ce qui fait qu'elle passe en 2e plan, c'est surtout sur le côté, voilà, leur relation à eux, et vraiment en termes de relations intimes, l'écrivaine a fait le choix de passer vraiment rapidement sur les moments un peu spicy, quoi. Donc en fait, elle va mettre 2-3 phrases pour enclencher le truc, pour qu'on sache ce qui va se passer, mais en fait, elle coupe court au truc, quoi. Donc en fait, après, on se retrouve le lendemain, le surlendemain, ou une semaine après, du coup, bon, ça nous coupe un peu dans comment dire, dans la création du lien entre les personnages. Voilà, moi je trouve que presque des fois on se demande s'ils sont en couple ou pas, quoi. Le couple est très particulier. Il est pas, je trouve pas que c'est fluide, c'est dommage. Et disons qu'ils sont un peu toujours sur la réserve, même au bout des 4 tomes, il y a toujours cette réserve qui est là. Qui fait que on ne sait pas trop vraiment si le couple il peut durer ou pas, s'il est solide ou pas, parce que il manque ce côté intimiste, je trouve. Après, c'est mon avis, mais voilà, c'est très très ouais, pour moi elle a trop coupé, elle a trop voulu enlever ces scènes là. Alors je dis pas qu'il en faudrait autant je ne dis pas qu'il en faut tout le temps, c'est pas ça, mais en fait il y a des livres où il y en a trop. Là, il n'y en a pas assez. Ou alors, quand il y en a, c'est pas assez poussé. Donc, ça méritait d'avoir un peu plus de descriptif et qu'on puisse aller au bout des choses avec eux, quoi. Si vous comprenez ce que je veux dire. Alors que là, c'est un petit peu vite expédié. Oui, on comprend bien qu'ok, ils ont une vie intime, mais on s'en fout un peu, quoi. Et je trouve que ça casse justement l'intimité et la proximité entre les personnages. Sachant que, Clark, c'est un peu le mec, on va dire, qui s'est tapé un peu toutes les nanas à l'université du Michigan. Donc on s'attend un peu à ce que le gars nous fasse rêver et nous fasse un peu fantasmer, on va pas se mentir. Alors que là, en gros, ce qui se passe entre deux, c'est pas non plus... c'est vite fait, quoi. Donc en fait, ça casse un peu son image de mec qui a de l'expérience et qui peut nous faire un peu rêver, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouve que ça enlève justement de la profondeur au personnage et ça enlève un trait de sa personnalité qui est mise en avant quand même tout au long de la saga. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve. Après, c'est mon avis... moi, les scènes de Spicy tout, ça me dérange absolument pas. Bon, évidemment, il n'en faut pas toutes les 2 pages, mais ça me dérange absolument pas quand c'est décrit et tout, il n'y a pas de problème. Mais voilà, j'aime bien quand il y en a quand même un peu, quoi. Ou alors, quand il y en a, on va au fond des choses. Alors que de temps en temps, sur 1 à 3 scènes ou un truc comme ça, on met un juste, oui, ok, hop, machin, ils vont faire ce qu'ils vont faire. Ok, on n'est pas obligé de décrire toutes les scènes non plus, c'est pas ça que je demande.
mais il en faut un peu quand même, quoi. Pour moi, c'est ce qui crée aussi le lien entre les deux personnages. Et je trouve que dans cette saga, ça manque un peu. Mais si vous aimez vraiment le côté du gang et le machin comme ça, et le côté famille et tout, vraiment, ce livre est très bien. Je le trouve vraiment chouette. On s'attache beaucoup aux personnages et moi, il me tarde de savoir la suite et d'avoir le fin mot de l'histoire, puisque je pense que le tome 5, ça va être le dernier tome. C'est dommage, parce qu'on a envie de rester avec eux. Mais voilà. Enfin, en tout cas, cette saga-là, moi, je vous la conseille. Et c'est vraiment une saga que je pourrais relire sans problème. Autant il y a des livres, je sais que je vais les lire une fois, et puis après, je les relirai pas. Je vais pas forcément les relire. Ça, c'est une saga que je pourrais relire clairement dans quelques temps. Il n'y a pas de problème, parce que j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le contexte, j'ai adoré les rebondissements, j'ai adoré comment c'est écrit, j'ai adoré les personnages. Alors, presque, il y a des personnages secondaires que je préfère presque aux personnages principaux, mais voilà, c'est ouais, vraiment trop bien. Donc pour ça que c'est mon top 3, j'y tiens à mon tome. Et pour mon tome, je recommence, purée les gars, toute la vidéo. Mon top 1, donc j'ai qu'une partie de la saga, puisque la première partie m'a été prêtée par mon ami avec qui on s'échange pas mal de livres. Donc c'est la saga Hadès, mais liée avec la saga Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, donc celle qui a aussi écrit Le roi de la guerre et du sang. Alors, pourquoi c'est mon top 1? Donc j'ai ma chère amie, avec qui on s'échange des livres, avec qui on parle beaucoup, qui a acheté, donc la fin 2024, qui a acheté la saga Hadès et Perséphone. Ok, moi j'avais vu cette saga pas mal passer sur les réseaux. Voilà, je voyais des nanas passer avec ce livre-là. Donc, bon, moi, déjà, le titre en soi m'interpellait parce que j'adore la mythologie grecque. Donc, je dis, ah ben c'est cool, un livre sur la mythologie grecque. Alors, en plus, je n'étais pas du tout dans le délire roman fantasy et new romance, hein, clairement. Donc, en fait, pour moi, c'était un livre sur le mythe d'Hadès et Perséphone, mais je n'étais pas du tout dans l'histoire. Bon, bref, vous savez, des fois, je suis un petit peu naïve. C'est comme pour Des Wilson, j'ai vu le symbole, mais je ne me suis pas dit qu'il allait avoir du paganisme là-dedans, quoi. Donc, en fait, je me dis, ah bah Hadès et Perséphone, ça a l'air pas mal et tout, donc moi je me dis, c'est basé sur la mythologie, on va parler de ça, quoi. Donc je me dis, ouais, ok, pas mal. Et puis les livres, ils étaient beaux, quoi. Et puis bon, finalement, je les ai pas vraiment vus en magasin, je me suis jamais trop non plus posé de questions. Et en fait, donc j'ai mon ami qui vient me voir une fois, qui me dit, ah là là, je suis en train de lire Hadès et Perséphone, franchement c'est trop bien, tu connais pas? Et là je lui dis, bah écoute, non, justement j'en ai entendu parler, je le vois pas mal passer sur les réseaux, et justement je suis en train de me poser la question pour éventuellement me les acheter, mais voilà, pour l'instant je l'ai pas fait, quoi. Elle me dit, ah bah attends, les achète pas, t'inquiète, moi je l'ai fini et puis je te les passe. Donc elle m'a passé les 3 premiers tomes, et donc parce qu'elle lisait le 4e, et donc elle me dit, alors je dis, ouais, bon après c'est un peu spicy machin et tout quand même, ou c'est juste vraiment mythologie, quoi. Elle me dit, non, non, c'est un petit peu histoire d'amour et tout, quoi. Ah ok, bon bah je dis, ouais, ok, cool. Et donc elle me prête Hadès et Perséphone. Bon, comment vous dire, si c'est mon top 1, vous imaginez bien que j'ai adoré. Donc c'est hyper addictif, on a envie de savoir. Alors la mythologie grecque est bien mise en avant, puisque forcément, en plus, l'écrivaine est passionnée de mythologie grecque. Donc comment vous dire que les références et tout, elles sont juste hyper intelligentes, hyper bien placées, hyper bien travaillées. Je n'ai rien à dire dessus. En plus, l'auteur a fait des petits chapitres à la fin. Alors, je crois pas qu'il y a dans Hadès. Je vérifie. Là, c'est un extrait. Non, peut-être pas dans celui-là. Si, dans Hadès, il y a aussi. En fait, elle a fait, au fond des livres, elle a fait des petits chapitres pour reprendre les mythes qu'elle a revisités dans l'histoire. Donc, en fait, elle vous explique le vrai mythe. Et après, elle explique pourquoi elle a pris et de quelle manière elle a revisité le mythe. Donc c'est hyper cool parce que si en plus la mythologie grecque vous intéresse, vous avez des références quand même. Et voilà, vous avez vraiment l'histoire, le vrai mythe de base. Donc c'est super cool. Et donc j'ai lu Hadès et Perséphone, donc les 3 premiers tomes, puisque mon ami lisait le 4e. Et en fait, en faisant des recherches, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment je suis arrivée là-dessus, je me suis aperçue que l'autrice avait sorti aussi la saga Hadès.
Alors, la saga Hadès, c'est les 3 premiers tomes de Hadès et Perséphone, mais à travers le regard et l'histoire, on va dire, d'Hadès. Donc, quand vous lisez Hadès et Perséphone, tome 1, vous avez l'histoire à travers les yeux de Perséphone, puisque à la base, l'histoire, c'est ça. Donc, c'est Perséphone qui raconte son histoire, comment elle rencontre Hadès et tout ça. Et quand vous lisez le tome 1, Hadès, eh bien, vous avez la même histoire. Donc, c'est la même chronologie des événements, les mêmes rencontres, les mêmes tout ça, mais à travers les yeux d'Hadès. C'est simplement que lorsqu'Hadès, il n'est pas avec Perséphone, en fait, on a l'envers du décor. On sait ce qu'Hadès, il fait de son côté. Voilà. Et c'est super cool. Donc, en fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu les 3 premiers tomes d'Hadès et Perséphone. J'ai ensuite lu les 3 tomes de la saga Hadès. Et j'ai terminé par le tome 4 de la saga Hadès et Perséphone, puisqu'en fait, le tome 4 relie les 2 sagas. Franchement stylé. Moi, le travail de l'écrivaine, je trouve juste... je sais pas, c'est un truc de dingue. La nana, elle a réussi à écrire le livre à travers les yeux de Perséphone, et après, elle a réussi à faire la même histoire à travers les yeux d'Hadès, en liant les 2 choses, mais de manière hyper cohérente. J'ai lu j'arrive pas à voir quand est-ce qu'il y a peu de cohérence entre les 2 trucs. Donc franchement, travail de fou. Franchement, je trouve que l'autrice, elle a un talent de taré, parce que franchement, pour moi, ça doit être un travail de dingue. Et après, réussir à lier, du coup, les 2 sagas dans un 4e tome, où on retrouve des détails que l'on a lus dans Hadès et Perséphone, et des détails que l'on a lus dans Hadès, c'est juste génial. Alors, donc je mets dans le même truc la saga Hadès et Perséphone et Hadès, parce que je les compte comme une seule et même saga, même si à la base ce sont 2 sagas différentes. Vous pouvez très bien lire que les Hadès et Perséphone sans lire les Hadès. Vous pouvez très bien lire les 3 tomes de Hadès et lire le 4e tome d'Hadès et Perséphone. Ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Moi, j'adore aller dans les détails, j'adore aller au fond des choses. Du coup, j'ai adoré lire les 6 livres. Et je pense d'ailleurs que d'occasion ou quoi, j'achèterai les Hadès et Perséphone pour avoir la saga complète, parce qu'il y a de fortes chances que je la relise. Alors, on est sur de la romantaisie. Là, on est plus. Hein. Là, c'est vraiment public averti. Voilà, donc il y a toujours, c'est consenti, il n'y a pas de problème et tout. Bon, et encore que, il y a des fois, bon, bref. Mais il n'empêche que c'est averti. Parce que là, par contre, à contrario de Davidson, où c'est assez coupé, on va pas trop dans les détails et on passe vite à autre chose. Là, non. Là, on crée vraiment, là, on voit vraiment le lien se créer, la solidité du couple. Entre Hadès et Perséphone, il n'y a pas de problème. Là, on sait qui se kiffe de ouf. Il n'y a pas de problème. Alors, évidemment, bon, si vous, les scènes spicy et tout, ça vous dérange un peu, c'est pas vraiment votre truc, ou vous aimez qu'il n'y en ait pas trop, Hadès et Perséphone, voilà. Je sais que j'ai une autre amie qui a lu les Hadès, et je crois pas qu'elle ait lu Hadès et Perséphone, mais elle a lu les Hadès, et elle m'a même dit, oula, j'ai lu le 1er tome, le 2e tome, le 3e, je me suis un peu arrêtée parce que je trouve qu'ils sont un petit peu trop high level, niveau spicy, quoi. Donc même elle était un peu saoulée. Donc c'est vrai qu'à un moment, on dit, bon, oui, bon, il y en a suffisamment, à un moment donné, on peut en passer quelques-unes. J'avoue. Disons que là, il y en a trop, un peu trop, et là, il n'y en a pas assez. Mais bon. Voilà, après, c'est chacun à son style littéraire. Donc, sinon, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, pour vous expliquer, si vous lisez Hadès et Perséphone, donc, Perséphone, elle arrive en Nouvelle-Athènes. Donc, on est dans un monde où donc, il y a eu la guerre entre les titans et les dieux de l'Olympe. Les dieux de l'Olympe ont gagné. Et donc, ont décidé de descendre vivre sur Terre avec les mortels. Donc ils ouvrent des commerces, des boîtes de nuit, des magasins de vêtements, enfin bref, tout ça. Et ils vivent parmi les humains. Donc Aphrodite, vous pouvez la rencontrer, Hermès pareil, tout ça, tout ça. Donc évidemment, il y a des mortels qui vouent toujours un culte aux dieux, et d'autres par contre qui eux refusent un petit peu ce côté immortel, trouvent que les dieux ils servent pas à grand chose et que voilà, ils pensent un peu qu'à eux et qu'ils oublient un peu les mortels. Donc il y a un peu cette guerre-là entre ceux qui croient plus, on va dire. Et donc Perséphone, elle, donc ça s'appelle Nouvelle-Athènes, en Nouvelle-Grèce,
Donc comme ça permet d'avoir un monde, on va dire, parallèle au nôtre, mais qui reste un monde à peu près concret, on va dire, même s'il est fantastique, évidemment. Donc Perséphone, ça fait 4 ans qu'elle habite en Nouvelle-Athènes et qu'elle fait des études de journalisme. Elle a à peu près donc 4 ans, donc ça elle a à peu près 22 ans, parce que ce qui s'est passé, c'est que sa mère Déméter, donc la déesse du printemps, enfin la déesse plutôt des... c'est pas la déesse du printemps, c'est... Oui, bon, c'est à peu près, ouais, c'est la déesse du printemps, on va dire. La déesse des moissons, voilà, cherchez le mot. La déesse des moissons, du coup, donc Déméter, a eu Perséphone en tant que fille. Sauf que Déméter a voulu la protéger des mortels et surtout des autres dieux. Donc elle l'a gardée captive pendant 18 ans. Ce qui fait que pendant 18 ans, Perséphone n'a eu aucun contact avec les mortels et aucun contact avec les autres dieux. Donc ce qui fait que chaque dieu et déesse ont des pouvoirs, mais comme Perséphone n'a pas été en contact et comme sa mère s'est arrangée pour qu'elle ne développe pas ses pouvoirs, Perséphone, à l'âge de 18 ans, décide de partir faire des études de journalisme. Donc sa mère accepte qu'elle fasse des études, mais elle l'oblige à passer pour une mortelle et donc à ne pas utiliser ses pouvoirs. Sachant que de toute façon, Perséphone, pour elle, elle n'a pas de pouvoir, elle ne sait pas les utiliser puisqu'ils sont endormis, étant donné que sa mère a fait en sorte qu'elle ne les utilise pas. Donc ce qui fait que pendant 4 ans, Perséphone vit à travers les humains, donc elle vit en coloc avec une nana, machin, tout ça, sauf que personne n'est au courant que Perséphone est une déesse. Voilà. Pour les autres, Perséphone est une humaine qui veut simplement devenir journaliste. Voilà, sachant qu'en plus, il faut savoir que pendant toute sa vie, Déméter n'a pas arrêté de déblatérer des méchancetés sur Hadès et sur les autres dieux, mais en particulier sur Hadès, et à dire à Perséphone qu'Hadès était le pire des dieux du monde, quoi. Voilà, Hadès est le plus méchant, le plus pourri, le plus pervers de tous les dieux. Donc, oh là là, il faut surtout pas s'approcher d'Hadès. Sauf qu'un jour, ses copines veulent aller dans la boîte de nuit d'Hadès, qui s'appelle Nevernight. Et donc, elle n'est pas trop chaude au début, mais bon bref, elle se dit, bon allez, ok. Donc, elles vont dans la boîte de nuit d'Hadès. Sachant qu'Hadès lui a une réputation, à savoir qu'il fait des contrats, il passe des contrats avec des mortels, et en gros, c'est si... donc lui, il impose quelque chose aux mortels, donc il leur lance un défi, entre guillemets, et si le mortel n'arrive pas à réaliser le défi, eh bien en fait, Hadès prend son âme. Donc pour Perséphone, au malheur, c'est un gros méchant, le mec il fait ça juste pour voler des âmes aux pauvres mortels qui n'ont rien demandé, qui sont juste là, voilà, on profite de leur malheur, en gros c'est ça quoi. Ce qui fait que elle se retrouve dans cette fameuse boîte de nuit, et au final, elle rencontre Hadès, au détour d'une table de jeu. Donc ils commencent à discuter, ils commencent à lui montrer comment on joue aux cartes, il gagne la partie, et en fait, sans lui dire qui il est. Sauf qu'au fur et à mesure de la conversation, en fait, Perséphone comprend qu'il est Hadès. Et donc là, au malheur, hop, la colère, la haine contre lui et tout revient à fond les ballons, et du coup, elle décide de se barrer. Sauf que, comme elle a joué aux cartes avec Hadès, Hadès la lie par contrat avec lui. Ce qu'elle va découvrir le lendemain. Donc elle retourne voir Hadès, donc Hadès lui explique que comme elle a joué aux cartes et qu'elle a perdu, elle est liée par contrat. Donc elle, évidemment, elle n'est pas d'accord parce qu'elle pense qu'il a... En gros, il a manipulé, quoi. Et donc, finalement, elle se retrouve liée par contrat à Hadès. Et en fin de compte, lui, il lui donne 6 mois pour créer la vie aux enfers. Sauf que comme elle n'a pas de pouvoir, évidemment, c'est un peu galère pour Perséphone. Elle dit, ouais, ok, super, j'ai pas de pouvoir, comment tu veux que j'aille créer la vie aux enfers? Mais bon, bref, il lui donne 6 mois, sachant que si dans 6 mois, elle n'a pas réussi à relever le défi, eh bien, il l'emprisonne définitivement aux enfers. Et elle sera obligée de rester avec lui. Bon, évidemment, comme elle a été captive déjà 18 ans avec sa mère, comprenez bien que Perséphone, ça fait à peu près 4 ans qu'elle est à peu près libre, forcément, elle n'a pas envie de se remettre captive chez un gars, en plus qu'elle peut pas se blairer, quoi. Même s'il est méga sexy et tout ce que tu veux, quoi. Bref, du coup, commence l'histoire comme ça. Et donc, après, vous avez tout le déroulé de l'histoire. Donc, je vous raconte pas plus, puisqu'après, si vous ne l'avez pas vu, découvrez-le par vous-même, hein. Mais vous avez toute l'histoire comme ça. Alors, les personnages, moi, clairement, mon crush, c'est Hadès, je vous le dis direct de tous... Moi, je suis amoureuse de lui, hein. Hadès, je lui fais dévotion et tout, il n'y a pas de problème, no suicide. Voilà, Hadès, c'est mon crush. Voilà, c'est mon préf de tous. Il est là.
Pour l'instant, de toutes mes autres lectures, il n'y en a aucun qui l'a battu. Voilà. Donc, Hadès, roi des enfers, roi de mon cœur, quoi. Voilà. Hyper cliché le truc. Donc voilà, donc est-ce que ce que j'en ai pensé, ben écoutez, moi j'ai adoré la version Hadès de l'histoire. Franchement, j'ai adoré. Je pense que j'ai même préféré lire les Hadès que les Hadès et Perséphone, même si les deux sont hyper bien. Parce que évidemment, ben, Perséphone, elle, en fait, elle découvre le monde des dieux, puisque sa mère, ben, elle a gardé captive pendant 18 ans. Donc en fait, elle connaît absolument pas le royaume des dieux, elle les a jamais rencontrés, elle sait pas à quoi ils ressemblent, elle sait pas comment ils se comportent. Elle a beaucoup d'a priori, de préjugés sur eux. Donc au fur et à mesure de l'histoire, elle apprend à les connaître au fur et à mesure des rencontres. Et puis bah du coup, elle évolue parce qu'elle se rend compte que c'est pas les personnages qu'elle s'imaginait. Surtout Hadès, évidemment. Hein. Voilà, donc c'est hyper intéressant parce qu'à travers les yeux de Perséphone, on découvre ce milieu-là. Donc surtout, dans les livres Hadès et Perséphone, il y a beaucoup plus de descriptions, par exemple des lieux et des personnages, que dans Hadès. Alors c'est normal puisque Hadès, lui, connaît ce milieu-là. En fait, les dieux, il les connaît déjà depuis des milliers d'années. Lui, l'Olympe et tout ça, ben, il y a vécu et tout, il a une baraque là-bas. Donc en fait, la description est moindre que lorsque vous lisez Hadès et Perséphone, puisque Perséphone, elle, à travers ses yeux, ben, on découvre en même temps qu'elle tout ce milieu-là. Donc on a vraiment le descriptif des personnages, de comment ils sont, de leur taille, plus de leur caractère aussi, et aussi ben, de l'environnement. On découvre Olympe, on découvre des choses comme ça à travers les yeux de Perséphone. Et on découvre surtout le royaume des enfers à travers les yeux de Perséphone. Même si on a dans Hadès, puisqu'Hadès nous explique comment, entre guillemets, il mène son royaume, mais le descriptif est bien plus développé dans la saga Hadès et Perséphone. Donc, en termes de description de lieux, de personnages et tout ça, je préfère la saga Hadès et Perséphone. Mais en tant que point de vue de l'histoire et de personnages, je préfère la saga Hadès. Sachant que dans la saga Hadès, ben, du coup, on découvre les autres dieux, donc la relation qu'il a avec eux, pourquoi ils en sont venus là, pourquoi un tel est plutôt comme ci ou plutôt comme ça, avec lesquels il est allié et lesquels avec qui il ne l'est pas. Et vous avez aussi en parallèle l'histoire de Dionysos et d'Ariane. Voilà, donc Dionysos qui est un autre dieu, et Ariane qui est une mortelle qui est flic dans l'histoire. Voilà. Donc en fait, ben, y a des chapitres où on vit l'histoire à travers les yeux de Dionysos. Et c'est hyper cool, parce qu'en fait, on découvre un autre dieu. Franchement, ils mériteraient leur série à eux. Hein. Donc franchement, Dionysos, hyper chouette, donc, parce qu'en fait, Perséphone, donc, elle rencontre quelques fois dans la saga Hadès et Perséphone, mais au final, elle n'a pas de lien avec lui. Donc nous, on le découvre vraiment dans la saga Hadès, et c'est trop génial, sachant que dans le tome 4 de Hadès et Perséphone, vous avez aussi des chapitres à travers les yeux de Dionysos. Donc en fait, si vous n'avez pas lu la saga Hadès, ben, en fait pour moi, il aurait manqué des informations dans le tome 4. Même si l'écrivaine tourne bien les choses puisqu'elle réexplique et donc du coup on a les détails, on n'a pas besoin forcément d'avoir lu la saga Hadès. Par exemple, mon amie qui m'a prêté les livres Hadès et Perséphone, elle a lu les 4 tomes sans avoir lu la saga Hadès. Elle, ça lui a pas posé problème dans le tome 4, elle a tout à fait compris ce qui s'était passé, il lui a rien manqué en termes de détails ou autre. Mais moi, comme j'ai lu les Hadès et Perséphone et la saga Hadès, ben, quand j'ai lu le tome 4, on va dire que j'avais vraiment l'histoire complète et j'avais tous les tenants et aboutissants de tout ce qui se faisait et pourquoi les choses étaient faites comme ça dans le tome 4. D'où, moi, mon avis, c'est que si vous voulez lire cette saga, alors vous pouvez très bien lire que les Hadès et Perséphone, que les Hadès. Bon, les Hadès, vous allez être obligé de lire le tome 4, Hadès et Perséphone, si vous voulez la fin. Ou vous pouvez, voilà, vous faites comme vous voulez. Mais il n'empêche que je vous conseille, si vous voulez vous intéresser à cette saga-là, de vraiment lire les 7 livres, du coup. Ça fait 3 et 3, 6, 7. Les 7 livres, parce que franchement, c'est trop génial. Et là, vous avez vraiment toute l'histoire en complet. Et alors, Hadès, franchement, si vous avez le crush pour Hadès dans Hadès et Perséphone, dans Hadès, vous l'aurez encore plus. Bon, même si dans celui-là, des fois, on lui dit, oui, bon, tu te prends un peu 3 têtes pour rien, chouchou. Mais il n'empêche que, on découvre vraiment le personnage en profondeur, sa façon de penser et tout. Et du coup, on le comprend mieux et on comprend mieux ses réactions dans la saga Hadès et Perséphone. Puisque, bon, Perséphone, elle le voit à travers ses yeux. Donc, en fait, on se fait une idée de lui à travers les yeux et les pensées de Perséphone. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, en fait, moi, je trouve méga cool. C'est mon top 1. J'ai adoré. Rien à dire. Franchement, l'univers mythologie grecque, j'ai adoré, c'est trop ma came. Il y a Nous Soussaï, j'adore.
L'histoire, elle est hyper bien construite. Pareil, c'est un petit peu comme dans The Devil's Sons. On se marre, on pleure, on angoisse, on stresse, on flippe. On se dit, oh là là, mais il va se passer quoi? On arrête un chapitre, on se dit, ben non, je veux trop savoir, parce que bon, ben là, on peut pas s'arrêter comme ça. Du coup, vous commencez à lire, vous avez du mal à l'arrêter, clairement. Mais ça se lit super bien, c'est hyper bien écrit. Franchement, l'histoire, elle est folle, il y a beaucoup de rebondissements, de trucs comme ça. Les personnages, c'est hyper riche. Les détails de la mythologie grecque, c'est hyper riche aussi. Moi, j'ai adoré. Je peux rien dire de plus que j'ai adoré. Ça fait 1 heure, les gars, que je fais cette vidéo, pour juste faire un top 3. Voilà, donc Hadès et Perséphone, preuve de preuve, pour l'instant, ça reste mon top 1. Donc j'en reparlerai dans d'autres vidéos, si ça vous plaît, que vous voulez que je fasse d'autres tops comme ça. Mais pour l'instant, c'est mon top 1. Voilà, et franchement, Devil's Sons, je vous le dis, je vous le mets en top 2, mais vraiment, à la base, il serait presque égalité. Hein. Voilà, donc j'ai adoré. Ça, c'est vraiment des livres que je pourrais relire, clairement. J'ai adoré, adoré, adoré de fou. Voilà. Je finis par ma pile à lire, comme ça vous saurez un petit peu ce que je pourrais peut-être vous proposer dans les prochaines vidéos. Donc là, en ce moment, bon, ben on reste sur Hadès et Perséphone. Je suis en train de lire le tome 1 de la trilogie de Calypso Caldine, Les Dieux Oubliés. Donc le tome 1, c'est sur encore le mythe d'Hadès et Perséphone. Alors là, on est dans un autre univers complètement. On est dans l'univers de gang de bikers avec un Hadès qui est chef de gang, voilà, et une Perséphone du coup, alors qui s'appelle Corée, parce qu'en fait, au final, c'est une question de vie antérieure. On va dire que Corée, c'est la réincarnation de Perséphone. Voilà, pour pas trop vous spoil, mais de toute façon, vous le comprenez vite, donc il n'y a pas de problème, c'est pas trop un spoil de ouf. Donc voilà, donc ça c'est l'histoire, et après il y en a 2 autres, donc je crois que le tome 2 c'est sur Aphrodite et un autre dieu. Et il me semble que le 3e tome, c'est sur Artémis, mais je suis pas très sûre. Donc je les ai en e-book aussi, je vais les lire, mais voilà. Celui-là, bah, du coup, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, puisque je ne l'ai pas terminé, il est aux 3/4. Bon, mon crush Hadès, Hadès, je le kiffe même là, hein, parce qu'on retrouve des petites similitudes. Mais en fait, je préfère carrément Hadès de chez Scarlett Sinclair. Voilà. Même si même en termes de physique, c'est presque... Moi, kiff, elle a un peu repris les mêmes trucs, on va dire. Mais voilà, en termes de caractère et... Alors, ce que je peux vous dire, c'est juste en manière de parler. Hadès, ici, là, il parle trop de manière contemporaine. Il parle trop comme nous. Et ça me dérange un peu. Je préfère dans la saga de Scarlett Sinclair, je trouve qu'il a un langage un petit peu plus soutenu, on va dire, ou moins contemporain. Et du coup, je préfère. Je trouve que ça va mieux avec l'image d'un dieu qui a des milliers d'années, quoi. Voilà. Bon, après, c'est juste personnel. Hein. Peut-être qu'il y en a d'autres, ça va pas déranger. Moi, ça me dérange un peu. Mais sinon, l'histoire est pas mal, mais je vous en reparlerai. Alors ensuite, j'ai aussi Le Temps des sorcières de Alix I. Harrow à lire aux éditions Livre de Poche. Donc ça, c'est mon ami qui m'avait prêté les Hadès et Perséphone qui me l'a prêté, donc je dois le lire. J'ai aussi le classique Bram Stoker, donc Dracula, à lire. J'ai un autre classique, Anne Rice, Entretien avec un vampire. Oui, je suis pas mal vampire hein, aussi. Et après, le dernier, ben, on revient sur de la mythologie grecque. Voilà, la fille qui change pas du tout de... Et donc, c'est la saga Witch and God. Donc là, c'est le 1er tome. On est sur Ella la Promise. Alors derrière, il marque qu'il y a 2 autres tomes. Alors, je sais pas combien il y en a en tout. Bah, peut-être 3 ou 4. Et là, du coup, on est sur une histoire, donc mythologie grecque, donc des dieux et des sorcières. Voilà, donc celui-là, je vous en reparlerai aussi quand je l'aurai lu. Voilà, donc ça, c'est les livres physiques que je dois lire. En e-book, bah, du coup, j'ai la suite de la saga d'Oren Glint. Oui, parce que l'autre, c'est Glint, je crois, l'autre. Le tome 2, j'ai ça. J'ai des Penelope Sky à lire. J'ai, donc, c'est de la dark romance. J'ai la saga Captive. J'ai Zodiac Academy. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bah, j'ai la liste sur mon téléphone, donc du coup je peux pas regarder. Je vous redirai, je vous en reparlerai, mais du coup j'ai plein d'autres sagas à lire. Et je crois que j'ai aussi peut-être pris la suite de cela là, des autres tomes, en e-book du coup. Voilà, donc les e-books, bah, je pourrais pas vous les montrer en physique. Donc au pire, bah, dans les prochaines vidéos, soit je vous ferai une petite photo et je vous mettrai l'image du livre. Soit bah, je vous en parlerai juste comme ça et puis c'est tout. Hein. Voilà, vous me direz ce que vous préférez, si vous voulez que je vous mette quand même la couverture pour que vous puissiez avoir une idée du livre. Et puis voilà. Et bah, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est très longue, 1h10, juste pour un top 3. Les gars.
Bon, je vous ai parlé de beaucoup de choses. Hein. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez des sagas de lesquelles je vous ai parlé, mais rapidos, si vous voulez qu'on en parle un petit peu plus dans une vidéo, ben, vous me le dites aussi. J'en reparlerai un petit peu plus, je ferai vraiment une vidéo simplement pour cette saga-là. Et puis je ferai une vidéo aussi sur mes derniers livres que je me suis acheté sur tout ce qui est art divinatoire et pratique. Par exemple géomancie, ancromancie, tout ça. Donc ça, je vous ferai une autre vidéo sur cette partie-là. Et puis voilà, et après il y aura aussi voilà, des vidéos sur mes livres que j'ai, donc sur les arts divinatoires, tout ce qui est cartomancie et tout, tout ce qui est développement personnel par exemple, tout ce qui va être magie, sorcellerie et tout. En fait, il y aura plusieurs thèmes comme ça, mais je vous ferai d'autres vidéos. Et puis voilà, donc dites-moi aussi si éventuellement ça vous intéresse que tous les mois je vous fasse une petite vidéo sur ce que j'aurais lu sur le mois, ou est-ce que dès que j'ai fini une saga ou quelque chose, vous voulez que je vous en parle, et comme ça je vous fais des vidéos comme ça de temps en temps, mais je vous parle que d'une saga, par exemple, ou que d'un livre, plutôt que de vous faire sur plusieurs choses, quoi, sur plusieurs ouvrages. Dites-moi, et puis je ferai en fonction, les amis. Voilà, en tout cas, sachez que j'espère que ça vous a plu. J'ai bien envie quand même de parler un petit peu plus de lecture sur ma chaîne. Voilà, je vais continuer évidemment tout ce qui est art divinatoire, cartomancie, tout, il n'y a pas de problème. Mais voilà, j'ai un peu envie d'intégrer ça et puis d'autres choses aussi. Hein. Par exemple, je fais du diamond painting, des choses comme ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse aussi qu'on en parle, que je vous montre un petit peu en vidéo voilà, ce que je fais, tout ça, machin, les modèles que j'ai déjà fait, j'en sais rien, bref. Si vous voulez qu'on parle aussi un petit peu de ça, il n'y a pas de souci. Voilà les amis, j'ai envie un petit peu d'agrandir le champ des possibles sur ma chaîne, ne pas forcément faire que de la cartomancie, de la guidance et voilà, de la spiritualité, quoi. J'ai envie un petit peu de faire d'autres choses, voilà, parce que voilà, je m'intéresse à plein de choses, donc voilà. Ok, bon, sur ce je vous laisse, c'est vraiment trop long cette vidéo, je suis désolée. Dites-moi en commentaire si les formats longs comme ça vous dérange, si vous préférez des formats plus courts. Ou si ça vous dérange pas de m'écouter parler pendant 1 heure, quoi. Voilà, clairement. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse là. Je vais aller manger. Voilà, parce que je n'ai pas mangé. Je commence à avoir faim. Et puis, du coup, je vous fais des bisous. N'hésitez pas, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Bisous, 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 bisous. Salut!